Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document législatif du Parlement européen qui fait beaucoup parler de lui. Un nouveau rapport sur la politique de retour. C'est un sujet, on va le voir, qui est vraiment au centre des débats qui animent l'Union. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Allons voir directement le document qui est à l'origine de toute cette discussion. Voilà, tout notre décryptage aujourd'hui est basé à 100% sur ce rapport officiel du Parlement européen. C'est la mission de notre chaîne, vous donner un accès direct à la source sans intermédiaire pour que chacun puisse se faire sa propre idée. Alors, pour être bien précis, de quel document s'agit-il? C'est le rapport A10 0048-2026. Il est porté par le rapporteur Malik Azmani et il vient bien sûr du Parlement européen. L'objectif affiché, c'est de mettre en place un système commun de retour pour les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Voilà, le cadre est posé. Ok, mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'il propose, ce nouveau système? Qu'est-ce qui va vraiment changer si ce texte est adopté? L'idée principale, c'est de simplifier. En gros, fini le casse-tête avec 27 règles différentes qui coexistent. Le but, c'est d'avoir une seule et même approche, unifiée, pour tous les pays membres. Les maîtres mots, c'est vraiment efficacité et harmonisation. Attention, on va croiser un peu de jargon, alors autant clarifier tout de suite. Quand on parle d'opération de retour, qu'est-ce que c'est? C'est une action menée par un pays de l'Union ou alors soutenue par l'agence Frontex pour organiser le retour de personnes. La mention de Frontex est d'ailleurs loin d'être anodine, elle montre bien le rôle de plus en plus central de cette agence. Ce nouveau système, il s'appuie en fait sur plusieurs piliers. D'abord, une volonté de tout standardiser. Les procédures, les formulaires et même la façon dont on collecte les données. On note aussi, comme on vient de le dire, que Frontex aurait un rôle renforcé. Et puis, un point qui est présenté comme absolument crucial dans le texte, l'insistance sur le respect des droits fondamentaux et notamment le principe de non-refoulement. C'est ce principe qui interdit de renvoyer une personne dans un pays où elle risquerait d'être persécutée. On pourrait se dire qu'un projet qui vise à rendre les choses plus simples et plus efficaces, ça devrait mettre tout le monde d'accord, non? Eh bien, la réponse est un non, mais alors un non catégorique. Et c'est là que ça devient particulièrement tendu, parce que les critiques les plus sévères ne viennent pas de l'extérieur. Non, elles viennent de l'intérieur, même du Parlement. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. Le document officiel qu'on analyse, eh bien, il contient lui-même ces fameuses positions minoritaires. Ce sont en fait des déclarations écrites par des députés qui sont en désaccord total avec le texte. C'est la preuve noir sur blanc d'une vraie fracture politique au sein de l'institution. La première critique, elle est frontale. Un premier groupe de députés estime que ce rapport va tout simplement à l'encontre des valeurs sur lesquelles l'Union européenne s'est construite. L'accusation est extrêmement forte. Pour eux, le texte tournerait le dos à la dignité humaine et à la liberté. Alors, plus concrètement, qu'est-ce qui les dérange? Ils pointent du doigt plusieurs choses. Des centres de retour dont le statut juridique leur semble très flou, avec un risque de créer des zones de non-droit. Ils s'inquiètent aussi que le retour forcé soit privilégié au détriment du retour volontaire. Et ils alertent sur l'augmentation des situations où une personne pourrait être détenue. Un deuxième groupe de députés va même plus loin. Ils qualifient les mesures d'inhumaines, mais ce n'est pas tout. Ils attaquent aussi le projet sur son côté pratique. Pour eux, ce serait non seulement discutable sur le plan moral, mais en plus, ce serait inefficace et ça coûterait cher. Et puis, il y a cette troisième opinion minoritaire, et là, les mots sont encore plus forts. On parle carrément de plan de déportation de masse. Ces députés alertent sur des risques qu'ils jugent gravissimes, le profilage racial, des arrestations massives et même la détention d'enfants. L'emploi de ces termes montre bien à quel point le désaccord est profond. Bon, face à une proposition qui divise autant, la question qu'on se pose, c'est « et maintenant, il se passe quoi ?» C'est quoi la suite du parcours pour ce texte? Alors voilà les étapes. Une fois que le texte est publié officiellement, il entre en vigueur assez vite. À ce moment-là, les États membres devront commencer à collecter et à transmettre toute une série de données. Et puis, il y a bien un mécanisme d'évaluation qui est prévu, mais il faut noter qu'il n'aura lieu que tous les 5 ans. Ça peut paraître un peu long pour évaluer l'impact d'une politique aussi sensible. En fin de compte, ce rapport nous place vraiment face à un dilemme majeur, un véritable choix de société pour l'Union européenne. Le cœur du débat, il est vraiment là. D'un côté, une promesse d'efficacité, d'ordre, de simplification. Et de l'autre, des craintes très fortes pour les droits humains, pour la transparence et pour les conséquences très concrètes sur la vie des gens. C'est tout l'avenir de la politique migratoire européenne qui se joue sur cet équilibre. Voilà, c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici, sur Rapport en clair. Allez voir directement à la source pour comprendre les enjeux. Si ce format vous a aidé à y voir plus clair, le plus simple pour ne pas rater les prochains décryptages, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche.
On va se quitter avec cette question qui reste bien sûr ouverte. Comment est-ce qu'on peut concilier cet impératif d'efficacité administrative avec le respect de la dignité humaine, qui est quand même la pierre angulaire du projet européen? C'est tout l'enjeu. Merci d'avoir suivi et à bientôt.